Merci de votre fidélité à la TFM Soir d'Info. La suite avec nous, Madame Aminata Fallian. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir répondu à notre invitation à cette journée de la célébration des droits des femmes. On va en parler, bien entendu, mais nous sommes rattrapés, comme vous le savez, par l'actualité, avec ce changement à la tête du ministère des Femmes, Thérèse Faye Diouf, qui remplace donc Fatou Diané. Est-ce que vous avez une réaction et un peu plus globale, peut-être, sur la formation de ce nouveau gouvernement? Je vous remercie, Chérif, pour votre invitation sur ce plateau de Soir d'Info. Je saisis l'opportunité que vous me donnez pour saluer toutes les femmes, nos mamans, nos tantes, nos sœurs, nos grands-mères, toutes les femmes de nos familles, du monde, nos amis, à qui je souhaite une belle fête. Le gouvernement était attendu, puisque de toute façon, dès que le Premier ministre a été nommé, dans les heures qui suivaient, donc nous attendions ces changements-là. Vous l'avez dit vous-même, la ministre de la Femme, Madame Fatou Diané, a changé et remplacée par Madame Thérèse Faye Diouf. Bien, nous saluons le travail qu'elle a fait à la tête du ministère de la Femme. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons été invités à un comité interministériel convoqué par la primature et qui justement avait permis à Madame Fatou Diané de faire un peu le bilan de son travail sur l'année passée et même les années précédentes au profit des femmes. Et nous avions beaucoup salué l'initiative, et même salué aussi le fait que ce comité interministériel allait être institutionnalisé. Des engagements aussi avaient été pris, notamment pour tout ce qui concerne les mesures discriminatoires relatives aux femmes, atelier qui devait être remis au goût du jour. Nous espérons que tout ce travail-là va se poursuivre avec la nouvelle ministre et que donc le travail va continuer. La nouvelle ministre, en l'occurrence, Madame Thérèse Faye Diouf. On va parler donc de cette journée du 8 mars. L'ONU a retenu le thème investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Au niveau national, le thème retenu est la participation politique des femmes, levier de consolidation de l'état de droit et de la cohésion sociale. On va en parler puisque c'est un thème d'actualité, mais sur le thème retenu au niveau international, qu'est-ce que vous inspire ce thème? C'est un peu à l'image de ce que nous faisons dans le pays depuis quelque temps, le fast track. Oui. Et effectivement, il serait beau d'augmenter un peu toutes les mesures qui sont prises en faveur des femmes. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Beaucoup de choses qui restent à faire. Et je pense que l'une des premières, c'est d'abord la consolidation de leurs droits, à travers la levée de toutes les mesures discriminatoires qui existent aujourd'hui dans le dispositif juridique sénégalais, dans le droit positif sénégalais. Mesures discriminatoires qui doivent être forcément d'ailleurs prises en charge, puisque quelque part l'État du Sénégal s'est engagé à travers les conventions internationales qu'il a ratifiées pour lever toutes ces discriminations. Oui. Donc l'une des premières choses, c'est cela. Des discriminations, lesquelles par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez citer comme ça? Déjà au niveau du Code de la famille, il y a beaucoup de mesures discriminatoires. Concrètement, la plupart des mesures dont on parle concernent en fait la mise en œuvre des dispositions du protocole dit de Maputo. Oui. Qui préconise un traitement égalitaire des femmes en droit et l'équité également. Traitement en droit, égalité avec les hommes, mais également traitement équitable, c'est-à-dire égalité de traitement, possibilité pour chaque femme d'avoir un traitement différencié compte tenu de son genre pris dans le sens bien évidemment de socialisation des femmes. Et donc les premières discriminations sont vraiment dans le Code de la famille. C'est la question par exemple de l'âge du mariage. Oui, le fameux article 111. Voilà, qu'il faudrait remonter pour les femmes. À 18 à 16 ans, nous souhaiterions qu'il soit à 18 ans. Oui, c'est vrai que les hommes peuvent se marier à 18 ans alors que les femmes doivent se marier à 16 ans. À 16 ans. Et nous pensons qu'il serait quand même plus conforme en tout cas aux engagements internationaux de le remonter à 18 ans et d'avoir un traitement égalitaire de ce point de vue-là. Il y a également la question de tout ce qui tourne autour de comment je pourrais appeler ça, reconnaissance de la paternité, le fameux article 196. Voilà, on en parle également. Là, on en parle beaucoup, mais il est quand même souhaitable et vivement souhaité que nous, les femmes, les femmes concernées puissent avoir le droit de rechercher, d'engager la paternité, c'est-à-dire de rechercher le père de leur enfant et de le pousser à reconnaître leurs responsabilités, à prendre en charge leurs responsabilités. Ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, c'est interdit. La recherche de paternité est interdite. Et donc, modification du Code de la famille, autant que possible. Mais vous savez,
le code de la famille, il existe depuis 72. C'est un code qui avait fait l'objet d'un très large consensus, travaillé vraiment avec toutes les parties prenantes, les religieux, les juristes, bien évidemment, tous les pans de la société. Et donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà des quelques dispositions que j'ai citées, mais qui sont nombreuses, parce que c'est un travail de fond qui a été fait depuis, en tout cas par l'AJS depuis 2008-2009. On a tenu ici un symposium sur justement le code de la famille, qui avait identifié toutes les dispositions qui seraient bon aujourd'hui de revoir, modifier, parce que la société a évolué tout simplement. Et que les femmes ont de nouveaux droits. Exactement, les femmes ont de nouveaux droits, mais c'est surtout sur le fondement de l'évolution même de notre milieu socio-culturel aujourd'hui, socio-économique. Alors, parlons la famille même a changé, tout a changé, tous les paradigmes ont changé. Donc il serait bon qu'on puisse travailler, vraiment prendre en charge sur une question en tant que question de fond, la révision du code de la famille. Tenant compte des pesanteurs sociétaux. Absolument, parce que nous disons, il faudrait déjà qu'on puisse se dire quel est le statut de la femme que nous voulons d'ici à quelques années, dans les prochaines années. Quel statut pour la femme sénégalaise. Et pour cela, il faudrait qu'on réfléchisse à beaucoup de paradigmes, mais sans acculturation, en prenant en compte notre culture, nos valeurs, nos réalités. Pas de fast-track en la matière, parce que là, on va passer à côté. Mais en tenant compte de cela. Mais quelquefois aussi, il est bon de pousser un peu la société au changement. Oui, de bousculer un peu les convictions. Exactement. Voilà. Alors, on va parler du thème au niveau national, la participation politique des femmes, levier de consolidation de l'état de droit et de la cohésion sociale. Un thème plus que jamais d'actualité, puisque plusieurs observateurs, des praticiens du droit, je rappelle que vous-même vous êtes juriste de formation, Madame Aminata Nianfal, plusieurs observateurs remettent en question l'état de droit au Sénégal. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors, vous me parlez de l'état de droit ou vous parlez plutôt de l'engagement des femmes en politique? Les deux, la fois. Alors, pour ce qui concerne l'engagement des femmes en politique, le leadership féminin en politique, je pense qu'il y a eu une très très grande avancée avec, il y a 10 ans, il y a la loi sur la parité. La loi en 2010, la loi sur la parité a boosté un peu, si vous voulez, l'entrée des femmes en politique, puisque jusque-là, elles étaient un peu en support aux hommes. Aujourd'hui, elles se retrouvent au premier chef, au premier rang. Et le complément qu'il faut apporter à cette incursion, si on peut l'appeler ainsi, des femmes en politique, c'est qu'on puisse les aider à être mieux formées, à être mieux encadrées, pour que non seulement elles soient dans les rangs, dans le nombre, parmi ceux qui comptent, mais également au niveau décisionnel. Et pour cela, il faut peut-être essayer de les encadrer davantage, ce que l'AJS d'ailleurs fait. Nous avons organisé beaucoup de séminaires en faveur des élus locaux, des parlementaires, pour davantage leur faire prendre conscience des enjeux et de leur position, et surtout des responsabilités qu'on attend d'eux en tant qu'élu local ou en tant que parlementaire. Et donc l'état de droit ne peut pas se concevoir si on n'a pas un engagement de ces femmes-là, parce que c'est quand même la moitié de la société. En quoi la participation politique des femmes est un levier de consolidation de l'état de droit et de la cohésion nationale, puisque c'est le thème mais parce que c'est tout simplement l'autre moitié de l'humanité et du pays. Je pense que les derniers recensements nous parlent d'une certaine égalité, 50-51. On revient en force. Vous revenez en force, dites-vous. Disons que vous revenez parmi nous, d'accord. Mais enfin, il y a quand même cette importance qu'il faut accorder à cette autre moitié de la population, sans laquelle on ne peut pas faire de développement inclusif. Il faut un développement inclusif, c'est-à-dire qui prend en charge les femmes, dans toute leur pesanteur, dans toutes leurs préoccupations. Dans toutes leurs préoccupations. Et la première, c'est justement la possibilité de décider pour elles-mêmes, et non pas qu'on décide pour elles. Et c'est pour ça qu'il est important qu'elles soient devant les politiques publiques en charge de leurs propres préoccupations. Donc pour vous, il y a des manquements. Et puis le principe d'égalité est pourtant une réalité bien mentionnée dans notre Constitution, dans le préambule, comme dans le corpus. Mais quelle est la réalité de l'égalité des chances et des droits dans la société sénégalaise? Qu'est-ce que vous avez comme retour au niveau de l'AJS? Beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles socioculturels, beaucoup d'obstacles juridiques dont je parlais tantôt, c'est-à-dire la non-effectivité des engagements du Sénégal au niveau international en termes de ratification. La parité absolue pose problème, puisque dans certaines localités, il n'a
pas été pris en compte, la parité n'a pas été prise en compte. Oui. Donc il a fallu des recours, et beaucoup de recours pour remettre les choses en ordre. Donc beaucoup de pesanteurs, mais qui ne décourageront pas. Parce que les femmes sont absolument déterminées à aller de l'avant. Résilientes. Absolument résilientes. Elles le sont de nature, je crois. Ouais. Et si vous deviez faire le bilan sur la situation des droits des femmes au Sénégal, que diriez-vous? On a de bonnes avancées. Quand même. Malgré tout. Malgré tout, oui. Tout ce que j'ai cité. Oui. On a de bonnes avancées. Mais enfin, c'est un combat de tous les jours. Absolument. C'est un combat quotidien qu'il faut poursuivre, qu'il faut engager. Et je pense que l'un des premiers éléments, pour revenir un peu peut-être au thème de... Au niveau national. Au niveau international. Oui. Le fast track passe peut-être par... Accélérer le rythme sur l'investissement en faveur des femmes. C'est ça. Avant d'investir dans quoi? Investir dans l'éducation. Oui. Investir dans la santé. Oui. C'est d'abord ça. L'éducation, elle est fondamentale. Quand je parle d'éducation, c'est pas forcément pour aller à l'école, mais au moins alphabétiser les femmes. Et là, ça nous pose d'ailleurs le problème de la méconnaissance des textes par les femmes elles-mêmes. Les textes sont en français. Si on avait cette possibilité de traduire les textes en langue nationale, ils seraient ouverts ces textes-là, mis à la disposition des femmes alphabétisées qui pourraient les lire et mieux les comprendre. Oui. À défaut, nous sommes des structures qui, comme la JS, sont là, pour d'autres organisations de la société civile, sont là pour les encadrer, pour mieux comprendre ces textes-là. Oui. Mais c'est donc investir dans l'éducation, la formation, la santé, et enfin dans leur autonomisation. Oui. Parce qu'une femme qui est autonome économiquement, c'est aussi une femme qui compte d'abord pour elle-même, elle retrouve une sorte de dignité, elle n'est pas à charge. Aujourd'hui d'ailleurs, je pense que beaucoup de jeunes qui se marient, qui fondent un foyer, apprécient le fait d'avoir quand même un conjoint, une conjointe qui travaille, qui a une activité. Oui. Et donc ça, je pense que c'est important, d'autant qu'on va de plus en plus dans des lendemains difficiles. Oui. Donc 2 budgets ne seront pas de trop. Donc travailler, se prendre en charge ses enfants, appuyer et vraiment se reconnaître en tant que femme digne, parce qu'au moins on n'est pas à charge. Ça, je pense que c'est très important. Oui. Donc économiquement, émancipation, autonomisation des femmes, de ce point de vue-là, ça aussi c'est dans le fast track. Mais aussi il y a toutes les questions des mécanismes et des politiques publiques, ainsi que des stratégies développées en faveur des femmes. Plus de visibilité, plus d'argent. Oui. Donc, je pense qu'il faut... Un tout petit peu quand même. Un tout petit peu quand même. Oui. Il ne faut pas seulement... Vous savez, les petits montants... mais les montants qu'on donne, je pense qu'on devrait parvenir à faire en sorte que les femmes aient des montants un peu plus conséquents pour au-delà du travail de transformation. À travail égal, salaire égal, c'est des slogans que l'on entend ailleurs. Ça, c'est pour les salariés. Mais moi, je parle surtout de l'entrepreneuriat. Oui. Vous avez beaucoup de femmes, tout le monde ne peut pas être salarié, mais vous avez beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui restent au niveau transformation locale, etc., qui devraient pouvoir arriver au stade de PME, PMI. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien. donc, pour cela, il faut quand même qu'elles soient davantage encadrées et davantage financées. Oui, on va parler quand même un tout petit peu de politique, puisqu'on a parlé de l'état de droit tout à l'heure, mais lors d'un panel en août 2023 organisé dans le cadre du projet Politisons les femmes et les jeunes, vous avez considéré comme un progrès la participation des femmes et des jeunes lors des élections municipales et législatives. Là, nous allons vers un scrutin le 24 mars. Sur les 19 candidats, il y en a une femme. Peut-on parler de progrès cette fois? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. J'avoue qu'au niveau de l'élection présidentielle, qui est quand même une autre forme d'élection un peu plus, je dirais, un peu plus compliquée que les locales et les... compliqué, c'est le mot. Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, oui. Mais enfin, il est quand même important de savoir que ce n'est pas toujours facile pour les femmes d'arriver à ce niveau-là. Il y a les obstacles socioculturels dont je parlais, les stéréotypes de gens qui demeurent. Est-ce que le Sénégal est prêt? Souvent, on entend cette phrase-là. Est-ce que le Sénégal est prêt à avoir une femme comme président de la République? Moi, je dis que oui. Il n'y a aucune raison. On a eu des femmes premiers ministres, et le premier ministre, c'est quand même chef de gouvernement. Tout il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas être... À 2 reprises. Absolument. Et donc, véritablement, il faut que les femmes aient plus de courage de s'engager en politique. Et c'est pour ça que ça peut commencer par les locales. Ça peut commencer par les municipales, ça peut commencer par les législatives. Et petit à petit, je pense qu'elles peuvent arriver au stade de l'élection présidentielle en plus grand nombre. Oui, la candidate, on va la nommer, c'est Anta Babacar Ngom Diack. Vous croyez en ses chances?
on a toujours des chances. Oui. Il y a toujours des personnes qui croient. Ces chances à elle, est-ce que vous y croyez? Oui. Oui. Oui, j'y crois, parce que je pense qu'elle a fait tout ce qui était nécessaire pour pouvoir parvenir à ce niveau. Passer le cap des parrainages, sillonner tout le pays. Oui. Elle a aussi un discours qui a porter ses fruits, puisqu'elle a pu engranger encore une fois ces parrainages-là. Et passer le tamis du parrainage qui n'était pas gagné. Voilà. Et puis elle a son programme, elle a des propositions, notamment vis-à-vis des femmes. D'ailleurs, je pense avoir vu dans le journal hier ou aujourd'hui qu'elle se proposait de mettre en place, une fois qu'elle serait au pouvoir, une structure, j'ai oublié le terme, une structure en tout cas qui prendrait en charge le leadership féminin. Oui, j'ai vu ça aussi. Voilà, alors, politisons les femmes et les jeunes. En tout cas, vous appelez les femmes à s'engager, mais en politique, nous sommes dans un temps post-idéologique. La réelle politique prône les grands ensembles afin de mettre en place un solide appareil électoral. Comment faites-vous pour outiller les femmes dans ces conditions-là, dans ces cas de figure? Les idéologies sont tombées depuis longtemps. Exactement. Ça on le sait. Depuis la chute du mur de Berlin, on ne parle plus d'idéologie. Absolument. Mais aujourd'hui, on parle de développement durable, développement responsable. Et je pense que la première étape pour un développement durable, c'est d'abord la conscience pour un jeune, pour une femme, de l'importance de développer son terroir, sa zone d'abord. C'est un développement endogène. Développement local. Voilà, local d'abord, avant de pouvoir peut-être grimper les échelons et arriver justement à l'élection présidentielle, notamment pour les femmes. Bien sûr, et briser ce plafond de verre. Absolument. Et ce que nous disons, nous, dans ce projet, qui a été un très très beau projet qu'on a mené pendant 2 ans et qui vient d'arriver à son terme, ce que nous disons, c'est qu'il faut pousser les jeunes à faire de la politique, mais dans le sens de s'intégrer dans les affaires de sa cité. C'est dans ce sens-là que nous disons, politisons les femmes et les jeunes. S'intégrer, s'intéresser aux affaires de sa cité. Et y prendre part. À la gestion de la chose publique. Et y prendre part et de la plus belle des manières. Et c'est pour ça que le projet Politisons les femmes et les jeunes, lancé en mars 2022, le bilan est satisfaisant. Très satisfaisant. Nous avons on a fait un atelier de capitalisation de ce projet il y a quelques jours. Et les retours ont été vraiment excellents. Les cibles nous ont dit toutes que les résultats ont été atteints, qu'ils en redemandent d'ailleurs. Elles redemandent une nouvelle formation, 2 nouvelles formations, un nouvel encadrement, la poursuite donc du projet et si possible son élargissement à d'autres régions du Sénégal, puisque le projet était limité à 3 régions, Dakar, Matam et Ziguinchor. Et nous pensons que si nous avons les financements, peut-être qu'on pourrait aller au-delà. D'ailleurs, en parlant de financement, le fast track devrait aller aussi là-dedans, vers le soutien aux OSC, qui, comme nous, AJS, travaillons beaucoup sur le terrain avec très très peu de moyens pour le bien des populations. Alors, le mois de mars, Madame Aminata Nianfal a été démarré, hélas, avec cette agression contre notre consoeur Maïmouna Ndour Faye. L'AJS a d'ailleurs publié un communiqué pour dénoncer cette agression abjecte et lâche. On a eu également un autre communiqué de l'AJS qui, en tout cas, a dénoncé le report de la présidentielle. Pour vous, cette décision constitue un précédent dangereux pour l'état de droit et la bonne gouvernance. Elle met également elle met à mal la charte fondamentale qui est donc notre constitution. On sent une association un peu plus politique. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, pas du tout. Du moins, si, vous vous trompez. Je veux dire par là que nous ne sommes pas du tout dans la politique. L'AJS est une association qui existe depuis 1974. Elle fête ses 50 ans. Vous savez, quand l'année de la femme a été lancée en 77, ça fait 47 ans maintenant, l'AJS était déjà née. Donc c'est une association qui a toujours pris ses responsabilités, qui doit sa stabilité, son endurance et sa crédibilité jusqu'à présent au respect de certains principes. Donc apolitique, certainement, à but non lucratif bien sûr, mais apolitique sans pour autant s'écarter de la chose politique totalement. Nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à la chose politique. Quel est le but de l'AJS? C'est la défense des droits humains. La défense des droits humains, ça se fait dans un état de droit. Absolument. Et un état de droit, c'est un état où on respecte les textes, on respecte la Constitution, la charte fondamentale, on respecte les décisions issues
des institutions. Et si on n'a pas cet état de droit, il n'y a pas de stabilité, donc il est mis à mal, pas de paix, il n'y a pas de démocratie, donc il n'y a pas de défense des droits humains. Il est mis à mal, l'état de droit au Sénégal. Il a été mis à mal. De notre point de vue, AJS, nous avons été très perturbés vraiment par ce report. À l'instar, je pense, de quand même beaucoup de Sénégalais, parce que c'est une première, parce que surtout les motivations, les explications fournies n'ont pas été suffisantes comme justification de ce report. Voilà. Et donc du coup, nous nous retrouvions dans une situation où nous ne comprenions pas qu'on puisse reporter les élections sans cet argumentaire solide qui puisse peut-être convaincre et en violation de la Constitution, de notre point de vue. Et aujourd'hui, le 24 mars, c'est la date retenue. Tout est bien qui finit bien? Je le pense, oui. Alors, absolument. Dernière question. Nous sommes le 8 mars 2024. Je vous laisse s'adresser à toutes les femmes qui nous regardent ce soir. Vous êtes la présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Vous avez 1 minute. Vous pouvez parler aux femmes. Je parlerai d'abord à nos mamans. Je les salue. Je leur rends vraiment hommage. Nos mamans résilientes, nos mamans attachantes, nos mamans qui sont là pour nous appuyer. Je parlerai également à toutes les femmes qui se battent au quotidien dans l'anonymat le plus absolu, mais qui le font avec détermination, avec endurance, parce qu'elles croient en elles, parce qu'elles croient en ce qu'elles sont. Nous les encourageons dans ce sens-là et nous disons que nous, AJS, sommes en tout cas à leur côté, à tout moment, pour pouvoir les défendre. L'AJS a d'ailleurs des boutiques de droit, je le répète, qui peuvent servir à donner tous les conseils juridiques nécessaires aux justiciables, hommes et femmes. Et je tends également la main à tous les hommes, parce que nous sommes partenaires dans ce combat et nous pensons que la masculinité positive doit être de mise dans cette lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, égalité qui se conçoit en droit et en équité. Merci beaucoup, Madame la Présidente Amy Nata Niang-Fall, et le groupe Futur Média s'associe à votre très joli message. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous remercie. C'est un plaisir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Tout à l'heure, votre rendez-vous Giancarlo pour revenir certainement sur le fil rouge de l'actualité, la formation du nouveau gouvernement. Restez avec nous. Vous êtes au